Ce dinosaure de fer, haut comme un immeuble de 25 étages, pèse 800 tonnes. Et en ce moment, on le découpe en morceaux directement dans le port. Une seule entaille au mauvais endroit, et il écrase la moitié des quais avec les hommes. Les cisailles hydrauliques exercent une pression de milliers de tonnes. Les poutres d'acier craquent comme des spaghettis secs dans les mains d'un étudiant affamé. Les chalumeaux à oxygène brûlent à 3000 degrés. Les étincelles jaillissent jusqu'à 12 mètres à la ronde. Et combien vaut réellement toute cette ferraille? Le chiffre en euros va vous stupéfier. Je vous le révèle à la fin. Sautez ne serait-ce qu'une minute. Et vous ne comprendrez pas pourquoi les gens se battent jusqu'au bout pour une seule de ces grues. Installez-vous confortablement, ça va chauffer. La déconstruction de grandes structures métalliques ne commence pas par la découpe, mais par la paperasse et des calculs d'une extrême précision. Un portique portuaire, c'est une machine d'acier de 80 mètres de haut, pesant près de 800 tonnes. Si vous vous mettez à lui couper une jambe sans réfléchir, il ne s'effondrera pas là où vous le souhaitez, mais écrasera la moitié du port sur son passage. C'est pourquoi les ingénieurs commencent par étudier les plans, qui peuvent avoir 40 ou 50 ans. Ils cherchent le centre de gravité. C'est le chiffre le plus important de notre sujet d'aujourd'hui. Ensuite, on vidange tous les fluides techniques de la grue, huile, hydraulique, restes de carburant. Des centaines de litres de produits chimiques qui ne doivent finir ni dans l'océan, ni dans le sol. Après quoi débute le démantèlement du portique. Et la première étape consiste à retirer les contrepoids. Ce sont d'énormes blocs de béton ou d'acier dont chacun peut peser 20 ou 30 tonnes. On les enlève à l'aide de grues plus petites afin que la structure principale cesse d'être sous tension. Maintenant que la grue est un peu plus légère, entrent en scène les cisailles hydrauliques. C'est vraiment un engin impressionnant, monté sur une pelle de 60 à 70 tonnes. Ces mâchoires exercent une pression de 800 voire 1000 tonnes. Si vous y glissez une poutre d'acier de 15 cm d'épaisseur, elle craque comme des spaghettis secs dans les mains d'un étudiant affamé. Le bruit ressemble à l'explosion d'une petite grenade toute proche, et des vibrations se propagent dans le sol, que vous ressentez dans vos talons à travers vos semelles. L'opérateur de la pelle manie les joysticks avec une grande habileté. Il découpe des morceaux de métal et les empile. C'est un processus très rapide, car en 1 heure, une telle machine peut réduire en ferraille 10 à 12 tonnes de structure. Mais l'hydraulique ne vient pas à bout de tout. Quand il s'agit du châssis principal, où l'épaisseur de l'acier atteint 30 ou 40 cm, les cisailles doivent s'avouer vaincues. C'est alors que l'on sort l'artillerie lourde, chalumeau oxycoupeur et lance thermique. Il s'agit de découper du métal épais à l'oxygène. La température de la flamme atteint ici près de 3000 degrés Celsius. Lorsqu'un jet d'oxygène pur frappe l'acier incandescent, celui-ci ne se contente pas de fondre, il brûle. Les étincelles jaillissent sur 10 ou 12 mètres alentour, et l'odeur de peinture et de métal brûlant est si forte qu'on ne peut la confondre avec rien d'autre. Les ouvriers, dans leur combinaison de protection argentée, ressemblent à des visiteurs venus d'une autre planète. Mais leur tâche est on ne peut plus terrestre. Découper les poutres maîtresses. C'est un travail d'une précision inouïe. Il faut entailler la poutrelle de manière à laisser un petit verrou que l'on fera ensuite sauter ou que l'on arrachera d'un coup de câble afin que la structure s'effondre de façon contrôlée. Le démontage d'un pont pièce par pièce représente un niveau de complexité encore supérieur. L'eau entre alors en jeu. Si le pont enjambe une rivière, impossible de laisser tomber des morceaux de fer dans l'eau. Les récupérer coûterait plus cher que leur valeur. On utilise donc des pontons et des barges géants. D'abord, des engins montent sur le pont pour retirer tout ce qui n'est pas métallique. Asphalte, joints en caoutchouc, lampadaires et câbles. Ensuite, on découpe le pont en tronçons de 15 à 20 mètres. Chaque section est suspendue à de puissantes grues installées sur la rive ou sur d'autres pontons. Une fois la dernière poutrelle sectionnée, on descend lentement la section sur la barge.
Beaucoup se demandent combien on peut gagner avec ça. Faisons le calcul. Le prix de la ferraille sur le marché fluctue constamment. Mais en moyenne, une tonne d'acier pur rapporte environ 250 à 300 €. Si notre grue pèse 800 tonnes, elle peut rapporter plus de 200 000 € rien qu'en métal. Mais n'oublions pas les dépenses. La location d'une pelleteuse géante coûte 1 000 € par jour. L'oxygène et le gaz représentent plusieurs milliers d'euros supplémentaires. Et les salaires de l'équipe de spécialistes, ainsi que la logistique, engloutissent la part du lion des bénéfices. Toutefois, si vous maîtrisez le démantèlement des vieux ponts dans les règles de l'art, cela reste une activité très rentable. L'essentiel, bien trier les métaux. Le tri est une véritable aventure en soi. Sur le site, il y a toujours différents tas. Dans l'un, la ferraille lourde. Ce sont les poutres épaisses et les profilés en U, les plus chers. Dans un autre, la ferraille légère. Les plaques de revêtement, les tuyaux et toutes sortes de petites pièces. Les métaux non ferreux sont stockés à part. Dans les ports, sur les grues, il y a énormément de cuivre. Ce sont les câbles et les bobinages des moteurs électriques. Le cuivre vaut 6 ou 7 fois plus cher que l'acier. C'est pourquoi il fait l'objet d'une véritable chasse. On trouve aussi souvent du laiton dans les roulements et de l'aluminium dans les éléments décoratifs. Des ouvriers munis d'aimants et d'analyseurs de métaux circulent entre les tas de fer, vérifiant chaque morceau. Si vous jetez par inadvertance un morceau de fonte dans un tas d'acier, l'usine ne vous fera pas de cadeau, car cela altère la qualité de la nouvelle coulée. C'est fascinant d'observer comment fonctionne ce géant de la ferraille dans sa phase finale. Une fois toutes les pièces découpées en morceaux d'environ 1,50 m, elles sont chargées dans des camions ou des wagons. Un camion ordinaire peut transporter 24 tonnes de fer. Autrement dit, pour évacuer notre grue portuaire, il faudra plus de 30 rotations. C'est une opération logistique colossale qui s'étend sur plusieurs semaines. Ensuite, ce fer part vers l'aciérie. Là, on le jette dans un four où la température atteint 1600 degrés. Quelques heures plus tard, l'ancien pont devient un liquide incandescent, dont on fera ensuite des barres d'armature pour de nouveaux immeubles ou des pièces pour des machines modernes. À propos, concernant la sécurité, c'est ici la religion numéro 1. Sur le site, vous ne verrez personne sans casque, lunettes et chaussures spéciales, avec des renforts en acier aux embouts. Si même un petit morceau de fer de 10 kg vous tombe sur le pied, sans ces chaussures, vous perdrez vos orteils. De plus, toutes les zones de découpe sont clôturées, car les étincelles du chalumeau Oxy Cooper peuvent facilement percer les vêtements ou provoquer un incendie. Des personnes spécialisées surveillent en permanence que personne ne se trouve sous une poutrelle au moment où elle va être découpée. Ça peut sembler un peu fastidieux sur le papier, mais dans la réalité, cela sauve des vies chaque jour. Merci d'avoir fait ce parcours avec moi. N'hésitez pas à liker si vous souhaitez voir davantage de reportages sur ces grands sites industriels. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous nous rendrons dans un lieu où l'on fond justement cet acier et nous découvrirons le processus de l'intérieur. Ça va chauffer. Chaque année, on démantèle plus de 30 000 vieux locomotives et wagons aux 4 coins du monde. Mais attention, ce n'est pas juste un simple démontage. C'est littéralement une seconde vie pour des milliers de tonnes de métal et des centaines de pièces. Imagine des grues capables de soulever plus de 100 tonnes et des hangars longs d'1 kilomètre ou plus, où des trains attendent leur tour pour être mis en pièces. Le plus fou, le métal récupéré sert à fabriquer de nouvelles voitures, des bâtiments et même de l'électroménager. Comment ces mastodontes cassés finissent-ils par faire partie de notre quotidien? Regarde jusqu'au bout et découvre tout le processus de l'intérieur. As-tu déjà vu renaître quelque chose qui semblait complètement hors d'usage? Franchement, c'est bluffant! Quand un train ne peut plus transporter ni voyageurs ni marchandises, on l'envoie dans une usine de recyclage spécialisée. Et là,
commence le véritable dépouillage. On ne jette pas tout en bloc, on récupère ce qui peut encore servir. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que convoyer un train jusqu'à l'usine de démantèlement, c'est déjà tout un défi. Le moyen le plus répandu, c'est de le charger sur des wagons plateformes spéciaux, de grandes plateformes roulantes tractées par un autre loco. Si le train est trop endommagé pour bouger, on fixe simplement la plateforme à un convoi en état de marche, qui l'emmène directement à la station de recyclage. Si l'endroit de destination est trop éloigné de la ligne de chemin de fer, ou si l'on ne peut pas utiliser le rail, on fait appel à des véhicules de transport spéciaux, capables de supporter tout le train d'un coup. Ces transporteurs sont énormes, dotés de roues surpuissantes pour encaisser le poids colossal de la rame. On utilise parfois des remorques surbaissées pour éviter que le train ne touche le sol. Parfois, quand il est impossible de déplacer la rame entière, on la découpe directement sur place, puis on transporte chaque tronçon séparément. C'est certes plus fastidieux, mais ça évite bien des complications pour convoyer de si grands engins. Locomotives et wagons regorgent de composants, moteurs, transmissions, systèmes électriques et même l'habillage intérieur. Tout ça a de la valeur. Tu savais que les pièces métalliques des trains peuvent être refondues et réutilisées pour fabriquer d'autres infrastructures ferroviaires, voire pour la construction de bâtiments? Mais avant d'en arriver là, il faut tout démonter, du plus gros élément, la caisse ou les roues, aux plus petits détails, comme les lampes ou les tablettes. Les hangars de démantèlement sont souvent immenses, couvrant parfois plusieurs milliers de mètres carrés. Et la machinerie utilisée sur place réclame un vaste espace pour manœuvrer, que ce soit pour soulever une locomotive complète ou de grands tronçons de wagons. Certains sites disposent de hangars, pouvant culminer à 20 mètres de haut, pour accueillir les plus gros wagons et locos, et d'une surface leur permettant de traiter plusieurs trains en même temps. Souvent, il y a aussi de grandes aires extérieures, où les trains attendent leur tour. Ces zones sont recouvertes d'un revêtement spécial pour prévenir la pollution et garantir la sécurité des ouvriers. Imagine, il faut bien une centaine de mètres pour démonter un seul train en toute sécurité. Donc, certains sites s'étendent sur plus d'1 kilomètre de long. Sur place, on trouve des grues ultra puissantes, capables de soulever et de déplacer les plus lourdes sections, ainsi que des machines de découpe et d'autres outils de démontage. Certaines grues peuvent encaisser plus de 100 tonnes sans broncher, pour manipuler une loco ou un gros wagon. Il existe aussi des zones dédiées au tri des métaux, à la récupération des déchets et à la préparation du recyclage. On y retire d'abord les matières dangereuses, comme les huiles ou le carburant, avant de s'attaquer au démontage en lui-même. La première étape consiste à retirer tous les matériaux à risque, carburant, lubrifiants, batteries et autres substances toxiques ou explosives. C'est un travail manuel pour éviter toute contamination et protéger le personnel. Ensuite, on passe au gros du démontage. On enlève d'abord tout ce qui n'est pas structurel, portes, fenêtres, sièges, câblage. Puis, grâce à de puissantes machines de découpe, on sectionne les plaques métalliques de la carrosserie. Les plus gros morceaux sont tissés par des grues, tandis que les plus petits sont découpés ou broyés. Les locomotives, plus massives, se démontent par étapes. On retire d'abord les composants électriques, les systèmes pneumatiques, les roues et toute pièce pouvant être réparée ou réutilisée. Ensuite seulement, on découpe la structure métallique avec des chalumeaux et des scies
capable de trancher de l'acier bien épais. Une fois le train entièrement mis en pièces, les métaux partent vers des installations spécialisées pour être fondus et transformés. Ce qui peut encore servir est nettoyé, puis refondu pour donner vie à de nouveaux produits. Les métaux issus des vieux trains servent souvent à fabriquer des structures en acier, voire d'autres véhicules. Selon la complexité du train et la quantité de travail, le processus peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toutes les pièces métalliques, des roues jusqu'aux caisses, sont envoyées dans des aciéries, où on les fait fondre pour créer de nouvelles pièces, voire de nouvelles rames. Non seulement ça économise du métal neuf, mais ça permet aussi d'exploiter au mieux les ressources déjà disponibles. Et oui, le métal d'un vieux train peut servir à fabriquer non seulement d'autres trains, mais aussi des voitures, des structures de bâtiments, du mobilier et même des appareils électroménagers. Cela dit, on ne jette pas tout pour autant. Les pièces encore utilisables sont réparées et réintégrées ailleurs. Les systèmes électriques, l'habillage intérieur, même les sièges ou les tables peuvent être remis en état pour équiper d'autres trains ou être recyclés dans d'autres projets. Eh oui! Tu peux parfois retrouver des sièges de train réaménagés dans un aéroport, une gare ou même un hôtel. Quant aux moteurs, ils peuvent parfois servir de base à de nouvelles locomotives ou à des machines industrielles. Maintenant, parlons un peu d'écologie. Quel impact ce recyclage a-t-il sur la planète? Le démantèlement et la refonte des métaux représentent un moyen concret de préserver nos ressources naturelles. Chaque train recyclé, c'est moins de minerais à extraire de la terre. Et ça profite directement à l'environnement. Au lieu de puiser sans cesse dans de nouvelles ressources, on redonne une seconde vie aux matériaux existants. Ça réduit les coûts de production, limite la pollution et freine les émissions de gaz à effet de serre. Grâce aux avancées technologiques, le recyclage des trains devient de plus en plus efficace. On utilise aujourd'hui des méthodes ultra-modernes pour extraire rapidement les matériaux réutilisables et optimiser le démontage des vieilles machines. Par exemple, la robotique permet d'accélérer les opérations, d'améliorer la sécurité du personnel et de gagner en précision. C'est un sacré progrès et ce n'est pas près de s'arrêter. Alors, la prochaine fois que tu vois un vieux train rouillé dans un coin, souviens-toi, il finira peut-être transformé en voiture flambant neuve ou en structure métallique dans un bâtiment, prêt à commencer une nouvelle aventure. Chaque année, plus de 40 millions de voitures sont mises hors service dans le monde. Imaginez une chaîne de montagnes de métal, de verre et de caoutchouc qui s'étend jusqu'à l'horizon. Mais pour l'Afrique, ce ne sont pas des déchets, c'est un véritable trésor. À Lagos, au cœur du Nigeria, se trouve le plus grand marché de pièces détachées d'occasion au monde, où travaillent des dizaines de milliers de personnes, et où le taux de réutilisation des pièces atteint un incroyable 95%. Ici, chaque boulon, chaque soupape et même un phare cassé trouvent une seconde vie. Et maintenant, imaginez, un morceau d'une vieille Volkswagen qui roulait autrefois à Berlin peut devenir une partie d'un nouveau gratte-ciel à Lagos. Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un secret qui changera votre perception de la mort d'une voiture. Tout commence dans le chaos du port, ou à la périphérie d'une ville gigantesque comme Lagos. Un terrain immense, sans fin, qui s'étend jusqu'à l'horizon, jonché non pas de montagnes, mais de véritables chaînes de montagnes de voitures mortes. C'est à la fois un cimetière
et une maternité. Ici se côtoient des européennes fatiguées, de vieilles Peugeot et Volkswagen qui roulaient autrefois sur les routes parfaites d'Allemagne. Et à côté, des japonaises endurantes, des Toyota et des Nissan qui ont survécu à plus d'une saison des pluies. L'air ici est dense et lourd. Il sent le vieux lubrifiant, le métal chauffé au soleil et le caoutchouc brûlé. Et par-dessus tout cela, un bourdonnement continu. Le grincement du métal, le tintement d'un marteau, le sifflement des postes à souder. Ce n'est pas une usine, c'est un organisme vivant. Et c'est dans cet organisme qu'arrive un nouveau patient. Une vieille Toyota Corolla, cabossée par la vie. Son voyage sur les routes du monde est terminé. Commence alors son voyage en pièces détachées. À peine a-t-elle eu le temps de refroidir qu'une meute de chirurgiens se jette sur elle. Ce ne sont pas des robots, ce sont des hommes, chacun étant un spécialiste pointu. Ici, pas de chaîne de montage. Il y a des équipes. La première équipe, armée uniquement de clés et de tournevis, plonge dans l'habitacle. En quelques minutes, en sortent les sièges, les panneaux de porte, le tableau de bord, le volant. Chaque élément est minutieusement inspecté. Si un siège est simplement sale, on l'emmènera au lavage, on le nettoiera et on le vendra tel quel. Si la garniture est déchirée, on l'enlèvera et la carcasse ira chez un soudeur qui la réparera et la préparera pour une nouvelle garniture. Le tableau de bord sera démonté en ses composants. Compteur de vitesse, compte-tours, boutons. Tout cela constitue des marchandises précieuses et distinctes. Pendant que la première équipe dépaisse l'habitacle, la deuxième a déjà ouvert le capot. Ce sont les chirurgiens cardiaques. Leur cible, le cœur de la voiture, le moteur et la boîte de vitesse. Avec une vitesse et une coordination incroyables, ils débranchent tous les tuyaux, les fils et les fixations. Puis, à l'aide d'un simple palan à chaîne, jeté par-dessus une poutre rouillée, ils arrachent tout le groupe motopropulseur de son logement. Le moteur n'est pas envoyé à la fonderie. Oh non, c'est le trésor le plus précieux. On l'emmènera dans un atelier où il sera entièrement démonté jusqu'à la dernière vis. Chaque pièce, piston, soupape, vilebrequin, sera soigneusement lavée à l'essence, inspectée pour l'usure. Si une pièce est bonne, elle ira dans la banque d'organes pour réparer d'autres moteurs. Si elle est usée, on la restaurera ou on la vendra à la ferraille. Avec plusieurs de ces moteurs morts, un génie de la mécanique locale peut en assembler un qui fonctionnera encore 10 ans. Pendant ce temps, près de notre Toyota, une troisième équipe est déjà à l'œuvre, les esthéticiens. Ils démontent les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capot, pare-choc. Chaque pièce est évaluée. Si une porte est intacte, on la vendra simplement. Si elle a une bosse, ce n'est pas un problème. On l'apportera à un débosseleur, un véritable sculpteur sur métal. À l'aide d'un marteau, d'une enclume et d'un sens incroyable du métal, il redressera la bosse au point qu'elle sera presque invisible. Ensuite, la pièce sera repeinte et vendue comme presque neuve. Même un phare cassé n'est pas un déchet. On en extraira avec soin les morceaux de verre intacts, qui pourront ensuite être utilisés pour réparer un autre phare. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les neurologues et les chirurgiens vasculaires. Ils extraient soigneusement tout le câblage de la voiture. Ce n'est pas juste un tas de cuivre. C'est un système complet, prêt à être installé sur une autre voiture. Radiateur, alternateur, démarreur, pompe à essence. Tout cela constitue des organes distincts et précieux qui sont retirés, vérifiés, réparés et remis en service. Même les disques de frein, s'ils ne sont pas trop usés, seront rectifiés et vendus.
Le verre est découpé avec précaution pour être vendu à ceux qui l'ont cassé. Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, tout est récupéré. Et voilà, après quelques heures, à l'endroit où se tenait la voiture, il ne reste plus qu'un squelette nu et mutilé. Une carcasse sans porte, sans roue, sans entrailles. On pourrait croire que c'est vraiment la fin. Mais non. C'est l'heure des derniers dépeceurs. Armés de chalumeaux à acétylène, ils se jettent sur ce squelette comme des démons. Dans un sifflement et des gerbes d'étincelles aveuglantes qui sentent la peinture brûlée, ils le découpent en morceaux de taille transportables. Et ces morceaux de métal, l'ancienne carcasse, entament leur dernier voyage vers une aciérie locale, souvent improvisée. Là, dans des fours artisanaux où la température atteint plus de 1000 degrés Celsius, ce métal est refondu. L'acier liquide et incandescent est coulé dans de simples moules en sable, et de là naissent de nouveaux objets simples. Des barres d'armature pour la construction, des couvercles de regard d'égout, de simples outils agricoles, ou même des casseroles. Le plus grand marché de pièces détachées d'occasion du Nigeria et, peut-être de toute l'Afrique, c'est l'Adipo à Lagos. Ce n'est pas un simple marché. C'est une ville dans la ville, qui s'étend sur des dizaines d'hectares. Plus de 30 000 personnes y travaillent, mécaniciens, vendeurs, débosseleurs, électriciens. Le chiffre d'affaires annuel de ce seul et unique marché est estimé à des centaines de millions de dollars. C'est une économie gigantesque, principalement informelle, qui fournit des emplois à toute une génération. Contrairement aux pays occidentaux, où de nombreuses pièces partent simplement à la presse avec la carcasse, au Nigeria, le taux de réutilisation des pièces d'une seule voiture avoisine les 95%. Pratiquement rien n'est jeté. Les moteurs et les transmissions sont les marchandises les plus précieuses. Le moteur d'un modèle populaire, comme une Toyota Camry, peut être vendu pour 500, voire 1000 $ et plus, selon son état. C'est une somme énorme. Les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capots, c'est le gagne-pain de milliers de petits ateliers. Phares, rétroviseurs, boutons de l'habitacle, emblèmes, tout à son prix. Même les vieux sièges de voiture ne sont pas perdus. Ils sont souvent réparés et utilisés comme meubles dans les maisons et les cafés. Et enfin, ce qui reste. Une fois qu'on a retiré absolument tout ce qui peut être vendu de la voiture, il ne reste que la carcasse nue. Son poids représente environ 30% du poids initial de la voiture. Et même ce reste n'est pas perdu. Au Nigeria, il existe une multitude de petites aciéries, souvent artisanales, qui refondent cette ferraille. Chaque année, elles traitent des centaines de milliers de tonnes de ce métal, le transformant en barres d'armature pour la construction locale. Cela signifie que le gratte-ciel que l'on construit aujourd'hui à Lagos pourrait très bien contenir un morceau d'une Volkswagen qui roulait autrefois dans les rues de Berlin. L'Obidiam ? Imagine plus de 4000 avions de combat, qui ne sont pas détruits, mais soigneusement stockés en plein désert. Incroyable, non? Et pourtant, ce n'est pas de la science-fiction, mais bel et bien le plus grand cimetière d'avions militaires au monde. La base de Davis-Monthan, aux États-Unis. Alors, pourquoi ne les envoie-t-on pas directement à la casse? Certains appareils attendent une seconde vie, d'autres sont démontés pour récupérer des pièces. Et d'autres, ultra secrets, ne peuvent tout simplement pas disparaître sans laisser de traces. Comment procède-t-on, au juste, pour détruire du matériel militaire? Pourquoi certaines machines sont-elles revendues, pendant que d'autres servent de cible à des missiles? Et surtout, qu'est-ce qui se cache dans ces compartiments top secrets des vieux chasseurs? Allons voir ça ensemble.
La raison principale pour laquelle les avions de la base de Davis Monthan sont préservés au lieu d'être immédiatement détruits, c'est la possibilité de les réutiliser. Certains peuvent encore reprendre du service ou servir de banque de pièces détachées pour d'autres modèles. Une partie du matériel est parfois revendue à des alliés des États-Unis ou cédée à des pays partenaires, dans le cadre de programmes d'assistance militaire. D'autres appareils servent de cible pour tester de nouveaux missiles ou de modèles d'entraînement pour les techniciens et les pilotes. Par ailleurs, tout n'est pas mis au rebut tout de suite à cause de la bureaucratie, du manque de ressources ou de priorités différentes. Les avions peuvent ainsi rester stockés durant des années avant de partir au recyclage. Quant au climat sec de l'Arizona, il offre un gros avantage. Il évite la corrosion, permettant parfois de réactiver ces machines même après plusieurs décennies. La destruction du matériel militaire soulève plusieurs enjeux majeurs, écologiques, économiques et sécuritaires. Un stockage ou une élimination mal gérée peuvent polluer l'environnement, alors que le recyclage des métaux et autres composants permet d'économiser des ressources. De plus, un engin militaire, même ancien, conserve une réelle valeur. Des groupes terroristes ou criminels pourraient l'acheter pour perpétrer des attaques ou faire de la contrebande. Dans certains conflits, on voit même des machines déclassées revenir sur le champ de bataille. Par exemple, lors de la guerre civile en Libye, de vieux chars soviétiques, qui auraient dû finir à la casse depuis belle lurette, ont été remis en service. Après leur retrait du service, les appareils sont envoyés sur des bases spécialisées pour une inspection approfondie. On commence par vérifier toute la paperasse, numéro de série, état technique, durée d'utilisation. Ensuite, ingénieurs et mécaniciens examinent l'appareil de fond en comble. Usure de la structure, du moteur, de l'électronique, sans oublier l'armement. Si l'avion est toujours opérationnel, il peut être modernisé ou revendu à des alliés. S'il est jugé trop ancien ou trop endommagé, on le démonte pour en récupérer les pièces. Certains exemplaires finissent même dans des musées, des centres de formation ou chez des collectionneurs privés. Bien sûr, après retrait de tout composant confidentiel. Si le matériel est considéré comme irréparable, mais qu'il contient encore des éléments en bon état, on procède alors au démontage. Des équipes spécialisées retirent les moteurs, les systèmes de navigation, les modules électroniques et même les plaques de blindage. Les moteurs peuvent servir à réparer d'autres véhicules similaires ou être reconvertis pour un usage civil. L'optique et l'électronique, elles, peuvent être réutilisées dans des simulateurs ou pour moderniser des systèmes existants. Certaines pièces sont revendues à des pays alliés ou même à des entreprises privées spécialisées dans la restauration de matériel militaire. Pour éviter toute fuite technologique, on détruit ou neutralise les composants classés secrets ou trop avancés, et on stocke le reste en attendant un usage futur. La mise au rebut, l'accent est mis sur l'élimination des substances dangereuses. Le carburant d'aviation, les lubrifiants et les fluides hydrauliques peuvent contenir des produits toxiques. En moyenne, entre 200 et 500 litres de ces matières résiduelles sont récupérés sur chaque avion, puis traités selon un protocole spécifique. Les éléments électroniques de bord, susceptibles de contenir du plomb, du mercure ou du cadmium, constituent aussi un risque. Rien qu'aux États-Unis, on retire près de 500 tonnes de ces matériaux chaque année lors de la destruction du matériel militaire. Quant à certains anciens véhicules blindés, ils peuvent renfermer de l'amiante dans les isolations thermiques, qui doit être extrait et éliminé suivant des normes très strictes.
Tout ce qui relève de l'explosif, résidus de carburant de fusée, munitions, fait l'objet d'une procédure de neutralisation spéciale. En 2023, par exemple, plus de 1200 tonnes de munitions ont été détruites sur des terrains spécialisés aux États-Unis après avoir été retirées du matériel en cours de démantèlement. Comme mentionné plus haut, on enlève systématiquement tout ce qui contient des données sensibles. Ordinateurs de bord, systèmes de communication. Car ils peuvent renfermer des protocoles confidentiels, des clés cryptographiques ou des logiciels de chiffrement. Dans les chasseurs modernes, par exemple, on trouve des canaux de communication ultra protégés pour coordonner les opérations de combat. Les radars et systèmes de guidage font également partie de ces éléments critiques, qu'il s'agisse d'avions, de navires ou de blindés. Un radar peut embarquer des algorithmes de traitement du signal très pointus, offrant un net avantage tactique. En 2011, les États-Unis ont même détruit les restes d'un hélicoptère furtif qui s'était écrasé lors de l'opération contre Ben Laden, afin d'empêcher d'autres puissances de mettre la main sur ces technologies. Les systèmes de conduite de tir des chars, chasseurs ou navires contiennent des informations capitales. Tactique de combat, caractéristiques de l'armement, précision des tirs. Et bien sûr, on retire tous les matériaux spéciaux, comme le revêtement furtif des F-22 ou des B-2, dont la composition reste un secret d'État. Ces revêtements sont alors enlevés ou purement et simplement détruits. Les boîtes noires et enregistreurs de données de vol, eux, renferment parfois des informations sensibles sur les techniques de pilotage ou les missions de combat. Pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains, il existe aux États-Unis des programmes de contrôle très stricts. Parfois, on préfère même détruire l'appareil en entier lorsqu'un démontage sûr est impossible. De plus, un système spécifique met régulièrement à jour les logiciels de ces équipements, afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas être récupérés par des adversaires. Chaque engin militaire possède sa propre version secrète du logiciel, quasi impossible à restaurer après déclassement. Dans de nombreux pays, la destruction du matériel militaire est encadrée par des accords internationaux, comme les Conventions de Genève, qui veillent à ce que certains composants soient éliminés de manière sécurisée et à ce que l'environnement ne soit pas mis en péril. Par exemple, un véhicule militaire ne pourra être officiellement retiré du service tant que tous les matériaux toxiques n'auront pas été retirés. Tout cela prouve à quel point on prend au sérieux la sécurisation et la destruction de ce type d'équipement, et combien d'efforts sont déployés pour qu'aucune technologie ne tombe dans de mauvaises mains. Votre sèche-cheveux est cassé? Attendez, ne le jetez pas tout de suite à la poubelle. Chaque année, ce sont 50 millions de tonnes d'appareils électroniques qui finissent en montagnes de ferraille. Le plastique de votre vieux sèche-cheveux mettra 500 longues années à se décomposer, pendant que le plomb et le chrome toxique, eux, empoisonneront lentement la Terre. Mais, et si on vous disait qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du danger, mais aussi de l'or, du vrai? Et que près de 90% de votre appareil, qui semble bon à jeter, peut en fait être transformé en quelque chose d'utile. Dans cette vidéo, on va suivre le voyage incroyable d'un sèche-cheveux. Depuis votre salle de bain jusqu'à une usine high-tech, pleine de robots, de presses et de fours chauffés à 1500 degrés Celsius. Regardez bien jusqu'au bout pour découvrir comment un simple sèche-cheveux participe à un processus de recyclage franchement étonnant. Alors, un sèche-cheveux contient plusieurs composants dangereux. Les éléments chauffants et les fils, par exemple, peuvent contenir du nickel, du chrome ou des soudures au plomb. Tout ça, ça pollue l'environnement.
La carte électronique, elle, abrite des circuits intégrés, des résistances, des transistors. Et dedans, on peut trouver des traces de métaux des terres rares. Le plastique aussi. Il n'est pas toujours adapté au recyclage. Du coup, si vous jetez votre sèche-cheveux dans la poubelle classique, il finira en décharge. Là-bas, le plastique commencera à se décomposer. Ça peut prendre entre 100 et 500 ans. Et les métaux lourds risquent de contaminer l'environnement. Heureusement, on peut déposer les vieux sèche-cheveux dans des points de collecte spéciaux pour l'électronique. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de récupération des déchets électroniques, où l'on reprend gratuitement les appareils électroménagers pour les recycler. On peut aussi rapporter l'appareil en magasin quand on en achète un nouveau. Dans certains pays, les magasins d'électroménager sont tenus de reprendre les vieux appareils pour s'assurer qu'ils soient recyclés. Autre option, l'atelier de réparation ou une association caritative. Si le sèche-cheveux fonctionne encore, même un peu, on peut essayer de le faire réparer ou bien le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même le démonter vous-même et apporter les différents matériaux au recyclage. Bon, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais ça permet de récupérer des métaux précieux et de réduire au maximum les déchets. Franchement, pour moi, le plus simple reste de le déposer pour le recyclage. Comme ça, il partira avec d'autres appareils vers une usine spécialisée. Là-bas, le processus de recyclage commence dès la collecte et le transport. Les sèche-cheveux sont rassemblés dans de grands conteneurs, des bacs qui font entre 1000 et 5000 litres, puis transportés par camion ou par conteneur. Une fois à l'usine, les appareils sont triés par catégorie. On met d'un côté les gros appareils, de l'autre le petit électroménager, et encore ailleurs les appareils électroniques. Les sèche-cheveux, eux, sont dirigés vers une ligne de démontage spécifique. Ils sont d'abord inspectés par des employés qui portent des gants et des combinaisons de protection, histoire d'éviter tout contact avec des substances potentiellement dangereuses. Après ça, c'est parti pour le démontage mécanique. Les appareils avancent sur un tapis roulant, où une presse automatique vient casser la coque en plusieurs morceaux. Ensuite, des bras robotisés s'occupent de dévisser les vis, de séparer l'élément chauffant et les fils. Puis, c'est au tour du moteur d'être retiré. Il est intéressant car il contient du cuivre dans son bobinage. Une fois que toutes les pièces principales sont extraites, elles sont triées par type de matériau. Le plastique, par exemple, passe dans un broyeur qui le réduit en petits morceaux de 5 ou 10 mm. Ensuite, il est nettoyé et refondu pour fabriquer de nouveaux objets. Les parties métalliques, comme les fils de cuivre ou l'élément chauffant, sont envoyées dans la fonderie. Là, la température grimpe jusqu'à 1200, voire 1500 degrés Celsius. Les métaux ainsi récupérés serviront à fabriquer de nouveaux appareils électriques. Quant à la carte électronique, elle est broyée, puis traitée avec des solutions chimiques spécifiques pour en extraire les matériaux de valeur, comme l'or, l'argent et le palladium. En moyenne, près de 90% des matériaux qui composent un sèche-cheveux peuvent être recyclés. Le cuivre retourne dans l'électronique et les câblages. L'aluminium et l'acier sont réutilisés dans l'industrie automobile ou le bâtiment. Et le plastique recyclé peut tout à fait redevenir la coque d'un nouvel appareil. Les parties qui ne peuvent pas être recyclées, elles, sont dirigées vers un centre d'enfouissement sécurisé ou sont incinérées dans des conditions très strictes. Alors, qu'est-ce qui n'est pas recyclable exactement ? Eh bien, certains types de plastique, comme les plastiques thermodurcissables, vous savez, ceux qui ne fondent pas et ne peuvent donc pas être remodelés. Il y a aussi les résidus de colle, de mastic et de résine.
Souvent utilisés dans l'assemblage du sèche-cheveux, ils peuvent contenir des produits chimiques nocifs. Les circuits intégrés contenant des impuretés de métaux lourds ou les pièces qui sont imprégnées de substances toxiques, ça non plus, ça ne se recycle pas. Et c'est pareil pour les restes de matériaux isolants, car ils peuvent contenir des substances cancérigènes impossibles à traiter pour le recyclage. Chaque année, le monde produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques, et seulement 20% environ sont correctement recyclés. Les sèche-cheveux, comme d'autres petits appareils, finissent trop souvent à la poubelle classique. Là, leur plastique pollue l'environnement pendant des siècles, et leurs métaux lourds contaminent l'eau et le sol. Si chacun d'entre nous prenait l'habitude d'apporter ces vieux appareils au recyclage, ça aiderait vraiment à réduire la quantité de déchets dangereux, à préserver nos ressources naturelles, et aussi à diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Tout simplement parce que réutiliser les matériaux existants demande beaucoup moins d'énergie que d'en extraire de nouveaux. Rien qu'aux États-Unis, par exemple, on génère environ 7 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et là encore, seulement 20% sont officiellement recyclés. Une fois démontées, donc, toutes les pièces du sèche-cheveux passent par une étape de tri selon leurs matériaux. Les composants métalliques. On parle ici des fils de cuivre, des pièces en aluminium ou en acier de la coque, de l'élément chauffant, atterrissent dans des conteneurs dédiés, avant d'être broyés. Le cuivre est ensuite séparé grâce à des techniques magnétiques et électrostatiques, puis il part à la fonderie où il fondra à 1084 degrés Celsius. L'acier et l'aluminium sont également refondus et serviront à fabriquer de nouvelles pièces pour l'électroménager ou pour l'industrie automobile. Les pièces en plastique, la coque, les boutons, l'isolation des fils, sont elles aussi broyées, mais en granulés. Ensuite, elles sont lavées et triées par type de plastique. Certains types pourront être transformés en nouvelles coques pour des appareils électroniques. Les pièces métalliques, une fois compressées en briquettes bien denses, prennent la route vers les usines métallurgiques. Là, elles seront fondues et réintégrées dans la production de nouvelles pièces. Le plastique, lui, est conditionné dans de grands sacs et transporté vers des usines spécialisées dans le recyclage des plastiques. Il y sera refondu pour fabriquer de nouveaux objets, comme des boîtiers pour l'électronique ou des composants pour les voitures. Le transport des composants toxiques et des résidus non recyclables. Eh bien, ça, c'est une autre histoire. C'est un processus extrêmement réglementé, qui demande des autorisations très spécifiques. Pour pouvoir transporter ce genre de matière, l'entreprise doit détenir une licence spéciale pour la manipulation de matériaux dangereux. Tous les conteneurs doivent être clairement étiquetés selon les normes internationales et être accompagnés de toute la paperasse nécessaire. Le transport lui-même se fait obligatoirement dans des camions spécialisés, équipés de conteneurs métalliques parfaitement étanches, histoire d'éviter toute émanation toxique ou fuite de liquide. Les chauffeurs, eux, suivent une formation spéciale, parce qu'en cas d'accident, la moindre erreur de manipulation pourrait déclencher une véritable catastrophe écologique. Si ces déchets ultimes ne peuvent pas être incinérés en toute sécurité, ils sont alors conduits vers des décharges spécialement conçues pour les matériaux toxiques. Là, ils sont enfermés dans des capsules en béton hermétique ou confinés dans des enveloppes de protection multicouches. Tout ça, c'est fait pour garantir qu'aucune substance nocive ne puisse s'échapper et contaminer l'environnement. Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille. Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu,
encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais, tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton. En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération. Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service. Puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein. Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé. Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour. Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments, et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque. Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes, et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes.
Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement, et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes. La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre. Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue. Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres, et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer. Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails, sur lesquels rouleront des trains de voyageurs, ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner. Imagine qu'un simple morceau de métal rouillé puisse receler un secret qui bouleverse toutes les règles de la sidérurgie. Pourquoi certains lots de ferraille se comportent-ils dans le four comme s'ils dissimulaient quelque chose d'interdit? Et surtout, comment, du chaos des vieilles voitures, des rails et des machines, naît un acier plus pur que le minerai des carrières? Aujourd'hui, vous allez découvrir le processus qui transforme les décharges urbaines en nouvelles mines. Et vous apprendrez à la fin un secret que même la plupart des métallurgistes ignorent, celui qui détermine le destin de chaque coulée. Soyez attentifs, car la réponse se cache là où vous ne l'attendez pas.
La collecte de ferraille est cette part invisible de l'industrie sidérurgique sans laquelle les fours à arc électrique ne pourraient fonctionner. Pour qu'une charge relativement homogène arrive dans le four, il faut d'abord que quelqu'un ait trié des milliers de tonnes de vieilles voitures, de machines et de métaux de construction. La chaîne commence au point de collecte. On y apporte de la ferraille domestique, des chutes de négoce métallurgiques, des structures démontées. À l'entrée, tout est pesé, vérifié par document, puis commence le tri par catégorie. Acier d'un côté, fonte, métaux non ferreux, inox, alliages spéciaux. Un site moderne de collecte de ferraille ressemble presque à une mini-usine. Les éléments volumineux, poutres, châssis, carrosserie, sont découpés au chalumeau ou au plasma pour les ramener aux dimensions acceptables par les paniers des fours à arc électriques. Les voitures sont d'abord désarmées. On retire les roues, les batteries, l'électronique, on extrait les fluides, on sépare les métaux non ferreux et les catalyseurs. Ce n'est qu'ensuite que la carrosserie est compressée en blocs briquetés compacts. Pour la ferraille en tôle et les petits débris, on utilise de puissantes cisailles capables de trancher en un seul passage des poutres et des profilés de plusieurs centimètres d'épaisseur. Le moment clé, éliminer tout ce qui nuirait à la fusion. Peintures à forte teneur en additifs nocifs, gros morceaux de béton, bois, plastique, caoutchouc. Impossible de nettoyer complètement la ferraille, mais plus la préparation est soignée, moins il y a de problèmes au four. Moins de scories, d'explosions dues à l'humidité, de fumée et de gaz toxiques. C'est pourquoi les flux de meilleure qualité proviennent des chutes industrielles, issues des laminoirs ou de la construction mécanique. Peu d'impuretés, dimensions prévisibles, composition chimique de l'acier connu. La ferraille domestique de rue exige beaucoup plus de traitement manuel et mécanisé. Après le découpage et le nettoyage initial, place aux aimants et aux séparateurs. D'énormes électroaimants fixés au bras des chargeurs collectent les métaux ferreux dans la masse générale de déchets, tandis que des séparateurs à tambour éliminent les fines particules d'acier. Les métaux non ferreux sont traités à part. Ils relèvent d'une autre filière commerciale. La ferraille d'acier est ensuite classée par qualité. Acier bas carbone, haut carbone, allié, inoxydable, etc. Pour les aciéries électriques, il est essentiel qu'aucun morceau d'acier fortement allié ne se glisse par inadvertance dans un lot destiné, par exemple, à la production de simples barres d'armature. C'est pourquoi les grands producteurs travaillent souvent avec des fournisseurs réguliers et imposent des exigences strictes en matière de marquage et d'analyse. La ferraille préparée est ensuite compactée en paquets denses ou chargée dans de grands conteneurs paniers, directement acheminés au four par pont roulant. Le compactage ne sert pas seulement à économiser de l'espace lors du transport. Le métal comprimé chauffe mieux et se tasse de façon prévisible lors de la fusion. Les petits éléments comme les copeaux ou les tôles minces peuvent être briquetés ou ajoutés par portions dans le bain déjà en fusion, afin d'éviter une oxydation excessive et des projections. Au bout de la chaîne de collecte de ferraille se trouve un produit clairement classifié. Chaque lot possède une masse, une composition chimique approximative, une granulométrie et un degré de contamination. Ces lots sont répartis entre les aciéries électriques en fonction de l'acier que l'on prévoit d'élaborer. Pour les armatures et les profilés simples, un mélange de ferraille de construction et de mécanique convient. Pour les aciers à roulement ou inoxydables, il faut des flux spécialisés à la composition strictement contrôlée.
Au final, la collecte de ferraille se transforme en véritable industrie minière urbaine. Au lieu d'extraire le minerai dans une carrière, nous extrayons le fer d'objets déjà fabriqués. C'est précisément de la qualité de ce travail, du tri dans les cours jusqu'aux presses des grands centres, que dépendent la stabilité de la fusion à l'arc électrique et la capacité de l'industrie sidérurgique à évoluer vers un cycle plus circulaire et économe en ressources. Le cœur du processus sidérurgique moderne, c'est le four à arc électrique. À l'intérieur de cet immense bouilloire d'acier tapissé de briques réfractaires, 3 électrodes de graphite, épaisses comme de petits troncs d'arbres, descendent par le haut. Entre l'extrémité des électrodes et la surface de la ferraille jaillissent de puissants arcs électriques. La température dans la zone de l'arc peut atteindre plus de 3500 degrés Celsius, si bien que la ferraille d'acier fond très rapidement. Les morceaux massifs se transforment en métal bouillonnant et en scorie, tandis que le four résiste à ce choc thermique grâce au revêtement réfractaire et au système de refroidissement. Le cycle commence par le chargement du four. Dans une poche ou un panier, on rassemble un mélange de différents types de ferraille. Carrosserie de voitures démontées, chute de laminage, rails désaffectés, rebuts métalliques industriels. En moyenne, 70 à 80% de toute la charge d'un four à arc électrique provient justement de cette ferraille recyclée. Le reste peut être constitué d'ajouts de fer pur, de fondants et d'éléments d'alliage. Ce rapport rend la filière électrique nettement plus écologique que la filière fonte. Il faut moins de minerais de fer et de coke, les émissions totales de carbone par tonne d'acier sont plus faibles, et un volume considérable de déchets métalliques retourne dans le circuit, au lieu de rouiller dans les décharges. Après le chargement, le couvercle du four s'abaisse, les électrodes traversent les ouvertures et descendent jusqu'au sommet de la charge. Lorsque le courant est envoyé, un arc jaillit entre les extrémités des électrodes et la ferraille, éclatant comme une soudure, mais à une échelle gigantesque. Cet arc fonctionne comme une source de chaleur puissante. L'énergie pénètre directement dans le métal, et non par une flamme de combustible. En quelques minutes, la ferraille d'acier commence à ramollir, puis à fondre et à s'affaisser vers le bas. L'opérateur régule la puissance, la longueur d'arc et la position des électrodes afin que la fusion se déroule de manière uniforme et ne provoque pas d'éclaboussures excessives. Lorsque la majeure partie de la charge est fondue, commence l'ajustement de la composition chimique. On ajoute au four de la chaux et d'autres fondants. Ils forment un laitier qui extrait du métal le soufre et le phosphore. Au besoin, de l'oxygène est injecté par des tuyères spéciales. Il brûle le carbone dissous dans le métal et les résidus d'impuretés indésirables, chauffant davantage le bain. Simultanément, par des ouvertures supérieures ou latérales, on introduit des additifs d'alliage, des ferroalliages contenant manganèse, chrome, nickel, vanadium. Ainsi, à partir de ferrailles hétérogènes, se forme un acier de la classe requise. En fin de coulée, le métal est désoxydé. On ajoute aluminium, silicium, ou d'autres éléments qui captent l'oxygène et empêchent la formation de bulles gazeuses dans la pièce finie. Un four à arc électrique moderne, d'une capacité d'environ 100 tonnes, peut transformer en quelques heures une montagne de vieilles carcasses automobiles en une poche uniforme d'acier liquide. Un cycle de fusion prend souvent de 40 à 60 minutes pour un four préchauffé. Chargement, fusion, ajustement de la composition, coulée. La productivité de tels équipements est impressionnante. En une journée,
Un atelier équipé de plusieurs fours peut produire des milliers de tonnes de métal. Par ailleurs, l'aspect énergétique du procédé devient de plus en plus propre. La part d'électricité provenant de sources renouvelables augmente, si bien que l'empreinte carbone par tonne d'acier diminue encore davantage par rapport au schéma classique du haut fourneau. Lorsque l'analyse des échantillons du bain fondu confirme la composition et la température requise, vient le moment de la coulée. Le four bascule grâce à un système hydraulique et l'acier liquide à près de 1600 degrés est dirigé vers la poche de coulée. Le laitier qui flotte en surface est évité autant que possible ou évacué séparément. Le métal rejoint ensuite soit la poche intermédiaire de la machine de coulée continue, soit les lingotières. La masse en fusion se transforme en un flux continu qui se solidifie sous forme de brames, blooms ou billettes carrées. Ces produits semi-finis sont ensuite laminés en poutrelles, tubes, rails, ferrailles d'armature, tôles, tout ce qui partira dans les bâtiments, les ponts, les machines, pour revenir dans le four des décennies plus tard sous forme de ferraille. La qualité de l'acier issu de la ferraille est comparable à celle des hauts fourneaux et des aciéries à oxygène. Avec une charge de ferraille bien sélectionnée et des régimes d'affinage appropriés, la teneur en impuretés nocives reste minimale, tandis que la proportion de fer et d'éléments d'alliage atteint 99% ou plus de la composition requise. Pour les structures à haute responsabilité, par exemple l'armature des immeubles de grande hauteur ou les pièces mécaniques, on recourt en complément au traitement sous vide et à la métallurgie secondaire, réduisant encore davantage le taux de gaz et d'inclusion non métallique. La métallurgie à l'arc électrique assure aujourd'hui plus du quart de la production mondiale d'acier et permet de boucler presque entièrement le cycle. Le vieux métal retourne dans le circuit sous forme de nouveaux produits, au lieu de finir sa vie en décharge. Plus l'électricité qui alimente ces fours bascule vers des sources bas carbone, plus l'industrie sidérurgique se rapproche d'un scénario où de grands volumes de matériaux de construction circulent dans le système, avec un impact minimal sur l'environnement.